économique et social expliqué aux mouvements et associations de la région de Haut-Bassin. L'exercice qui s'est déroulé ce matin a été assuré par le Premier ministre. Face à ses interlocuteurs, Paul Kabatsieba a donné les détails sur les actions prévues dans ce référentiel de développement du Burkina Faso. Nous sommes à quelques jours de la Tabaski et qui dit Tabaski dit mouton. Cette année encore, le prix de l'animal a connu une hausse entre 30 000 et 500 000 francs CFA. C'est la somme à débourser pour avoir un mouton pour la Tabaski. Constat et explication dans ce journal. La police des polices, désormais une réalité au Burkina Faso. Il s'agit d'une structure chargée de contrôler les actions des agents de sécurité sur le terrain. Et ce, en vue de garantir l'éthique dans ce milieu et parvenir à plus d'efficacité dans les actions des agents de sécurité. Et puis nous avons un invité dans cette édition. Nous recevons M. Biram Da Abeid, militant des droits de l'homme et plus particulièrement du combat pour l'éradication de l'esclavage en Mauritanie. Avec lui, on va échanger sur le phénomène de l'esclavage qui est d'actualité dans son pays. Bonsoir, merci de suivre ce 20h de la RTB. Tout d'abord, nous prenons la direction du palais de Kosiam qui a reçu des visiteurs inhabituels ce matin. Plus de 80 enfants orphelins ont découvert la présidence du Faso et son locataire. La visite a été organisée par l'association Wen Benedo du centre médical diocésain du Bama. Et c'est avec joie que le président du Faso et son épouse ont accueilli ses enfants à Kosiam. On voit cela avec Jean Zongo et Maïmouna Traori. Curieux de découvrir le palais présidentiel, en quittant Kongoussi pour Ouagadougou, chacun avait sa petite idée de la présidence du Faso. En une matinée, ces 85 enfants pris en charge par l'association Wen Benedo ont pu satisfaire leur curiosité grâce à cette visite guidée des lieux. L'administration avec ses 110 bureaux, la résidence du chef de l'État, la plateforme, la salle polyvalente, les 984 plaques solaires qui alimentent la cour en énergie. On voyait ça tout simplement, une maison et pour le président, quoi. Nous ne savons pas que c'était une grande maison, une jolie maison. Une occasion de découverte et de rencontre avec leur marraine, l'épouse du président du Faso. Avant même qu'elle ne soit ici, elle nous portait déjà dans son cœur, elle nous soutenait. Nous avons demandé à venir la saluer et à visiter Kosiam. Et puis lui dire merci pour tout le soutien qu'elle nous apporte. C'est pour que les enfants aussi quittent BAM parce que plusieurs n'ont jamais quitté chez eux. C'est un certain éveil que ça leur donne et une certaine joie également. Mieux, ces visiteurs ont pu rencontrer le locataire du palais de Kosiam, Roch-Marc Christian Kabouré, qui leur a prodigué des conseils. Et associations de la région des Hauts-Bassins prennent officiellement connaissance du plan national de développement économique et social. Ce samedi, le Premier ministre leur a expliqué ce nouveau référentiel de développement du Burkina Faso. Toutes les politiques et les actions que le gouvernement compte mettre en œuvre en 5 ans ont été détaillées par Paul Kabatsieba. On fait le point avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Le Premier ministre face au mouvement et associations des Hauts-Bassins, Paul Kabatsieba, est là à Bobo-Dioulasso pour expliquer le contenu du plan national de développement économique et social, PNDS. Un projet qui, selon lui, rassemble l'ensemble des actions et des politiques qui vont être mises en œuvre au cours du quinquennat du président Roch-Marc Christian Kabouré pour la reconstruction et le développement du Burkina Faso. C'est un référentiel dont la mise en œuvre va nécessiter la mobilisation de plus de 15 000 milliards de francs CFA. L'ambition du gouvernement en réalité, c'est en réalité une croissance moyenne d'à peu près 8% en moyenne sur la période de 2016 à 2020. J'ai dit également que ce plan sera financé à hauteur de 15 000 milliards à peu près, dont 8 400 milliards destinés exclusivement donc aux investissements dans le domaine des infrastructures, des routes, de l'énergie, des universités, de la santé, pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Les participants ont dans l'ensemble salué l'avènement du PNDS, mais ils s'interrogent sur les réalisations qui sont prévues dans les Hauts-Bassins. Le Premier ministre rassure que le PNDS permettra à la capitale économique du Burkina Faso de prendre son envol. Plein de choses, des infrastructures, des unités industrielles qui vont vraiment faire en sorte que la ville de Bobo-Dioulasso et que la région de Haut-Bassin vraiment retrouve la vocation
qui est celle de la région, à savoir d'être le poumon économique et industriel du Burkina Faso. Après Bobo Dioulasso, c'est Banfora qui va accueillir la coordination des mouvements et associations pour la vulgarisation du plan national de développement économique et social. Et l'économie burkinabé qui subit les conséquences de l'effondrement du pont de Dimbokro en Côte d'Ivoire. Cet accident survenu le 6 septembre dernier a ralenti les activités des commerçants obligés de passer par d'autres moyens pour s'approvisionner. Là aussi, ils disent être confrontés à diverses difficultés. Constat à la gare ferroviaire de Ouagadougou dans ce reportage signé Ibrahima Sombier et Nathalie Sawadgo Nabaloum. Hier, c'était cet accident de train avec ce camion à Bobo Dioulasso, puis cet autre accident à Banfora. Aujourd'hui, c'est ce pont de Dimbokro en Côte d'Ivoire, autrefois qui était le passage obligé du trafic ferroviaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il demeure impraticable. Son affaissement marque l'arrêt du trafic ferroviaire entre les deux pays. Conséquence, des commerçantes de denrées et de légumes de la gare ferroviaire de Ouagadougou ont des difficultés. C'est avec ces différents produits que nous arrivons à faire, à vendre et à avoir quelques bénéfices là-dessus. Et l'arrêt vraiment du train là, ça a un impact négatif sur nous. Puisque moi, personnellement, je vends la graine, les aubergines, du quinqueliba. Et spécialement ça vient de la Côte d'Ivoire. Le peu de stock qu'on a sous la main, on a la pâte, la cali sous la main, c'est avec ça. On fait la transformation, on fait attiéquer avec ça. Bon, les attiéqués que vous voyez sous la main, c'est ce qui est fait au Burkina ici. La graine, par contre, ça vient du Ghana. Les poissons, les trucs secs, la poisson, maïs, acuis, crevettes, ça c'est pour Abidjan. Ça, c'est un stock qu'on avait avant que la crise n'arrive. Une situation qui oblige les importateurs à emprunter d'autres moyens de transport comme les cars. Mais la satisfaction est loin d'être atteinte. Un car est arrivé depuis avant-hier. Nous sommes allés nous aligner et ce n'est que cette nuit que nous avons été servis. C'est vraiment difficile pour nous. Avec le car, il faut que ça fasse 2 ou 3 jours. Et comme c'est des denrées périssables, à l'arrivée ici déjà, ça commence à se gâter. Donc, on vend à perte. Pour le moment, c'est pas trop, mais dans peu de temps, ça va beaucoup jouer sur nous. Parce que le stock qu'on a sous la main, là, si ça finit, on n'y peut rien. On ne peut rien avoir. Et puis, vous voyez que c'est à l'approche des fêtes. Ce serait un peu difficile, quoi. En rappel, le pont de Dimbokro s'est écroulé le 6 septembre dernier au passage d'un train transportant plus de 1000 tonnes de marchandises diverses. Pour l'heure, les vendeuses prennent leur mal en patience et espèrent qu'une solution sera trouvée très bientôt pour remettre les activités sur de bons rails. Dans l'actualité également, la fête de la Tabaski, c'est dans quelques jours. Et qui parle de Tabaski parle de moutons, dont le prix varie actuellement entre 30 000 et 500 000 francs CFA. Conséquence à un tour dans quelques marchés fait constater un très peu d'engouement de la part des clients. On fait le constat avec Rocher Kam et Ismaël Diloma Sirima. À côté de ces moutons qui coûtent 30 000 francs CFA, il y a d'autres pour lesquels les vendeurs exigent jusqu'à 400 000 francs CFA. Mais la palme d'or revient à ce mouton à 4 cornes. Son propriétaire dit être prêt à s'en séparer contre 500 000 de nos francs. Les marchés, en tout cas, pour l'instant, les marchés, c'est un peu mou. C'est mou. Les gens viennent peu à peu seulement. On attend d'ici demain soir pour voir si ça va. Cette année, en tout cas, les gens crient. Quand on dit les prix, même les gens crient. Nous aussi, on vend aux dépens de ce que nous appelons aussi. Les quelques clients, comme M. Sawadogo, après avoir fait le tour du marché, a trouvé son mouton au prix de 100 000 francs CFA. Le marché des moutons actuellement, par moment c'est cher, par moment c'est moins cher. Mais pour le moment, en tout cas, c'est abordable. Voilà, mais je me dis que plus la fête s'approche, plus encore les commerçants augmentent les prix. Donc c'est le moment de payer les moutons. Par contre, selon le propriétaire de ce bélier,
qui n'a pas voulu nous dire à quel prix il l'a acheté. Les prix sont loin d'être abordables. L'année passée, bon, à peu près la même chose, ça coûtait au moins 60 000 francs moins cher. Et puis l'offre était plus de qualité. Cette fois-ci, il y a beaucoup de moutons, mais c'est des moutons de petite taille pour la plupart. Et pour expliquer ces prix, jugés trop chers par certains clients, chaque vendeur a sa version. Cette année, comme en bourse, les gens n'ont pas trop élevé les moutons, c'est pour cela que les moutons sont chers cette année. L'an passé, à l'heure-ci, il y a beaucoup de moutons plus que cette année. Les moutons sont transportés à l'extérieur, en Côte d'Ivoire, Bénin, etc. Malgré cela, il reste beaucoup d'autres moutons. Mais les clients devraient se sacrifier pour pouvoir sacrifier le jour de la fête de Tabaski. Et selon un communiqué de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, la fête de la Tabaski sera célébrée le lundi 12 septembre au Burkina Faso. Nous ouvrons à présent la page entretien de cette édition et nous recevons M. Biramda Abayeda. Il est militant des droits de l'homme et plus particulièrement du combat pour l'éradication de l'esclavage en Mauritanie, président de l'initiative Résurgence Mouvement abolitionniste de Mauritanie. Bonsoir M. Abayed. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'esclavage, on l'a tous appris à travers les leçons d'histoire à l'école. Alors, quand on parle d'esclavage au XXIe siècle, de quoi il s'agit exactement? Merci, madame, je vous remercie. Je remercie la RTV. Je remercie aussi l'engouement des élites civiles et politiques africaines et des médias africains à nous soutenir après que j'ai lancé un appel à ma sortie de prison pour que les Africains nous ouvrent leur cœur, nous ouvrent leur soutien, se soucient de nous. Et voilà que cet appel a été entendu. Je voudrais dire que l'esclavage se manifeste par plusieurs formes en Mauritanie. Dans sa forme ancestrale d'abord, où des hommes naissent propriétés d'autres hommes. Ils subissent tous les attributs de la chose possédée, comme les biens meubles et immeubles. Ils sont susceptibles d'être donnés, d'être gagés, d'être loués, d'être vendus. Et en Mauritanie, ce genre d'esclavage existe et il y a 20% de la population mauritanienne qui sont sous cette forme d'esclavage. Donc, ils travaillent sans repos, sans salaire, sans soins. Ils sont attachés à la famille des maîtres. Ils n'ont pas le droit à l'éducation. Ils n'ont pas le droit au mariage, sauf par l'autorisation de leur maître, de leur propriétaire. Est-ce qu'il y a un groupe social qui est particulièrement concerné par cet esclavage? Oui, il y a cet esclavage, ces pratiques esclavagistes avec les travaux forcés, les travaux durs, avec le viol sexuel, avec la mise en péril de l'éducation des enfants, avec tous ces corollaires d'atrocités. C'est l'attribut de 20% de l'ethnie hratine. L'ethnie hratine qui représente 50% de la population mauritanienne, mais ce sont à l'origine des autochtones dans le pays et qui sont issus des ethnies noires comme les Pulaars, les Bambara, les Soninké et les Wolofs, mais qui ont subi la domination de conquérants arabo-berbères qui les ont soumis à l'esclavage, qui les ont assimilés à l'esclavage. Et c'est devenu une caste d'esclaves qui se transmet le statut d'esclave et le statut d'ancien esclave, qui est aussi un statut en Mauritanie, de père en fils. Est-ce qu'il y a particulièrement des facteurs qui favorisent l'existence de cet esclavage-là encore au XXe siècle? Oui, les facteurs qui favorisent cet esclavage en Mauritanie sont plusieurs. Parmi ces facteurs, il y a le code noir, le code négrier, le code d'esclavage en Mauritanie, qui continue jusqu'à maintenant à être constitué comme la principale source de loi en Mauritanie. Donc c'est un code reconnu par l'État, reconnu comme source de droit en République islamique de Mauritanie. Et c'est un code qui est couvert par la sacralité islamique, donc une fausse sacralité, c'est-à-dire que les groupes dominants esclavagistes ont décidé d'insérer ce code dans la loi islamique, de prétendre que c'est ça la loi islamique.
alors que nous tous, nous savons que c'est erroné, que c'est traversé, que c'est une manière de mettre le rapport de force de leur côté. D'autre part, l'autre facteur, c'est que l'État lui-même est dominé par une extrême droite esclavagiste et raciste arabo-berbère qui continue à croire en l'esclavage, à fonder son mode de vie sur l'esclavage. Cette extrême droite qui est personnifiée par une oligarchie militaire qui a pris le pouvoir par un coup d'État militaire en 1978 et qui le reproduit toujours au fil des changements par coup d'État constitutionnel ou par coup d'État militaire. Cette oligarchie militaire défend l'esclavage et défend la pérennité de l'esclavage, défend le mode de vie esclavagiste et réprime de manière systématique tous les mouvements, toutes les idées, toutes les positions anti-esclavagistes. C'est pourquoi nous subissons de plein la répression violente et indicible de ce pouvoir, parce que notre décision de lutter contre l'esclavage est une décision concrète sur le terrain. Est-ce à dire qu'il n'y a pas des actions quand même de la part de l'État pour combattre ce phénomène? Non, au L'État contraire. mauritanien ne fait rien. Non, au contraire, l'État mauritanien continue à jouer la dissimulation de l'esclavage. Il dissimule l'esclavage. Il nie l'existence de l'esclavage. Elle nargue la communauté internationale. Elle trompe la communauté internationale en édictant des lois anti-esclavagistes, mais en vérité, ces lois ne sont jamais appliquées et les criminels d'esclavage ne partent jamais en prison, mais ceux qui partent en prison et occupent de 3 à 15 ans de prison, ce sont les anti-esclavagistes comme nous, car 13 membres de notre mouvement ont été condamnés à des peines allant de 3 à 15 ans de prison il y a de cela 2 semaines. Alors, parlant d'action, justement, vous êtes engagé pour cela et à travers votre structure initiative de résurgence pour le mouvement abolitionniste, de quoi il s'agit concrètement? Qu'est-ce que vous menez comme action? Nous menons une action. Iran-Mauritanie est d'abord un mouvement d'idées qui pose les idées, qui déconstruisent les idées esclavagistes. Parce que nous, on a incinéré de manière volontaire, publique et symbolique les codes d'esclavage, les codes noirs, qui sont considérés en Mauritanie comme des livres sacrés, qui sont considérés par le gouvernement mauritanien comme un livre sacré, qui sont considérés par les groupes dominants comme un livre sacré. C'est un acte fort. D'autres actes aussi, on l'a posé, on agit par des manifestations populaires, une mobilisation populaire. C'est pourquoi notre mouvement, au-delà d'être une organisation des droits de l'homme, un mouvement d'idées, c'est aussi un mouvement de droits civiques, un mouvement populaire qui engage des dizaines de milliers de populations mauritaniennes à l'intérieur du pays. Voilà, on met aussi des actions concrètes de libération des esclaves. On intervient pour aider les esclaves à se libérer du joug de l'esclavage et on leur donne la chance d'avoir une autre vie. D'accord. En dehors de l'esclavage, comment vous appréciez la situation des droits de l'homme de façon générale sur le continent africain? Elle est désastreuse, la situation des droits de l'homme dans l'Afrique en général, parce que la principale structure africaine qui est l'Union africaine a produit une charte fondée sur les droits de l'homme et sur la lutte contre l'esclavage et l'oppression des personnes d'ascendance africaine, mais on voit que la priorité pour le club de chefs d'État qui dirige l'Union africaine, qui siège à l'Union africaine, c'est de défendre leur propre pouvoir, même par des moyens illégaux et anti-droits de l'homme. D'accord, on vous aura compris. Alors, M. Biram, à côté de ce combat pour la dignité et le respect de la personne humaine, vous êtes intéressé également à la politique. Vous êtes même arrivé deuxième lors de la présidentielle. Alors, c'était une parenthèse ou bien cet engagement politique est toujours d'actualité? C'est un engagement d'actualité irréversible. Et c'est un engagement qui concrétise une aspiration populaire des nombreux militants, adhérents et sympathisants de notre organisation, qui est l'organisation la plus populaire de Mauritanie. Aussi, c'est un engagement qui est doté d'un projet de société, un projet de société qui a déjà passé par un test des élections de 2014, et ce test a vu que les populations mauritaniennes sont demandeurs de ce projet de société, parce que à l'origine, l'esclavage n'émane pas des populations mauritaniennes, ni d'aucune ethnie mauritanienne. L'esclavage, la discrimination
et la cristallisation des combats sur des problèmes de l'esclavage et de discrimination en Mauritanie, ça émane d'une volonté d'une oligarchie militaire de soustraire les Mauritaniens à leurs vraies priorités et de créer des divisions entre les populations mauritaniennes sur lesquelles prospèrent ces officiers qui continuent à usurper l'aspiration démocratique du peuple mauritanien. Alors, et pour terminer, dans quel cadre vous êtes venu au Burkina Faso? Je suis venu au Burkina Faso dans le cadre d'une tournée africaine que j'ai décidé de faire pour sensibiliser l'élite politique et civile, et l'élite aussi universitaire africaine, les décideurs africains, sur la gravité de la situation de l'esclavage en Mauritanie, de la démocratie en Mauritanie, l'usurpation de la démocratie en Mauritanie et l'oppression des personnes d'ascendance africaine en Mauritanie. Merci d'être passé sur le plateau de 20h de la RTB. Je rappelle que nous recevions M. Biram Da Abeyet, président de l'initiative Résurgence Mouvement Abolitionniste de la Mauritanie. Suite de ce journal, et on parle encore de cette situation de crise à la CAMEC. On se rappelle que le jeudi dernier, le directeur nouvellement nommé a été empêché d'accéder aux locaux de la CAMEC par le personnel. Aujourd'hui, les avocats conseils de ce directeur et du nouveau président du conseil d'administration de la CAMEC ont donné leur version des faits. Des précisions avec Adama Guiti et Omar Zambri. Les avocats conseils du président du conseil d'administration et du directeur général par intérim nouvellement nommé montent au créneau pour livrer leur version des faits sur la situation qui prévaut à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux CAMEG. Maître Bayala et Maître Sanouidi se veulent très clairs. Jean Chrysostome Kadeba fait de la résistance en ne voulant pas céder son siège de directeur général à son remplaçant nommé par le ministre de la Santé. Jusqu'au 6 septembre 2016, le DG de la CAMEG, c'était bien M. Kadeba. Mais à partir de cette date, à partir du moment où on l'a licencié, on l'a notifié, sa lettre de licenciement, alors il n'a plus le droit d'opposer aucun acte. Et c'est ça aussi l'esprit républicain. Il va falloir qu'on accepte quand même qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Quand on vous licencie et que vous voulez contester la légalité ou le caractère légitime de votre licenciement, tout le monde sait que c'est l'inspection du travail. Tout le monde sait que c'est le tribunal du travail. Si ce n'est pas le tribunal du travail, si vous pensez que c'est le tribunal administratif compétent, vous y allez. Vous ne pouvez pas continuer à passer outre justement les décisions qui vous ont revoqué à poser des actes. Maître Sanouidi et Maître Bayala disent ne pas comprendre pourquoi certaines personnes non avisées parlent d'ingérence de l'État dans les affaires de la CAMEC, qui est, selon ces textes, une association à but non lucratif. Il y a une convention qui a été signée entre la CAMEC et l'État burkinabé, dont personne ne parle. Au terme donc des dispositions de laquelle convention, l'État a le droit, justement, de contrôler, justement, la CAMEC, de contrôler justement l'exécution de mission de service public qui lui a été confiée. Alors, vous verrez dans les articles 7 et les articles 8 donc, de la dite convention qui a été signée donc, en août 2000. Les avocats annoncent qu'ils ont interjecté appel à la décision du juge. Mais en attendant que la justice démêle le vrai du faux, vivement donc qu'une solution pérenne soit trouvée afin de ne pas nuire, ne serait-ce qu'un temps soit peu, à l'approvisionnement des médicaments, ce qui serait préjudiciable à toute la population. La police des polices, désormais une réalité au Burkina Faso. Il s'agit d'une structure chargée de contrôler les actions des agents de sécurité sur le terrain, et ce en vue de garantir l'éthique dans ce milieu et parvenir à plus d'efficacité dans les actions des agents de sécurité. La police des polices a été installée hier par le ministre en charge de la sécurité intérieure, Mokhtar Ouedraogo et Mounira Keiri. Ils sont au nombre de 40, ils composent la police des polices. Désormais, ils ont pour mission de contrôler les prestations de la sécurité sur les différents axes du Burkina. Quelquefois, nous entendons beaucoup de plaintes s'élever par rapport à la corruption, les raquettes, etc. Bon, cette structure qui a été mise en place va travailler à réduire à sa portion congrue tout ce qui est appelé phénomène de raquettes. Il y a une certaine façon de faire, conscientiser
les éléments qui sont sur les voies. On sait que souvent il y a la fatigue et ils doivent mieux s'organiser pour faire en sorte que, en dépit de la fatigue, le travail soit bien fait. Si le travail est bien fait, ça sécurise et eux et le restant de la population. La police des polices a aussi pour rôle de veiller non seulement sur la sécurité des voyageurs et des marchandises, mais aussi sur la quiétude des populations. Cette structure permet de découvrir des armes qui rentrent chez nous, de découvrir des individus peu recommandables qui rentrent chez nous ou des produits prohibés qui rentrent chez nous. Pour faciliter leur mobilité sur le terrain, la police des polices a reçu une dotation de 5 véhicules. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante ont suivi une formation de 5 jours à Koudougou. Cette formation a porté sur les principes de base de l'administration électorale, des modules tels que le cadre légal du processus électoral, les litiges nés des élections et les mécanismes de leur résolution leur ont été dispensés. La formation organisée par la CENI et le PNUD s'est achevée hier. Siedi Lareyen et Bouma Ernest Nebi. Les membres de la CENI dotés de connaissances en bridge, une formation qui est une introduction à l'administration électorale. Organisée par la CENI en collaboration avec le PNUD, cette session de formation a permis au personnel et aux nouveaux commissaires de cette institution électorale de maîtriser les principes de base de l'administration électorale, l'ensemble des règles qui régissent le processus électoral et les différents mécanismes pour résoudre les litiges qui peuvent être nés au cours d'une élection. Cette formation était très utile. D'abord parce que, comme vous le savez, il y a eu un renouvellement récemment de la CENI. Pour une nouvelle équipe, il était important que l'on puisse passer en revue ces aspects qui introduisent l'ensemble des commissaires. Les différents mécanismes concernant le vote des Burkinabés résidant à l'extérieur ont été enseignés aux participants. C'est un mécanisme nouveau. Jusqu'à présent, les Burkinabés de l'extérieur n'avaient pas voté. Il fallait donc capaciter les nouveaux commissaires et le personnel lui-même pour qu'ils puissent donc faire face avec beaucoup plus de pertinence à cet enjeu. Sur cette préoccupation, le PNUD rassure la CENI de son soutien. Serait de tracer encore le schéma pour voir ce qu'il faut pour préparer ce vote de Burkinabé à l'étranger avec tout ce qui doit accompagner en termes de logistique. Les doléances majeures des participants à l'endroit des organisateurs de cette formation ont été la pérennisation de ce genre de formation et le renforcement des capacités des membres de la CENI avec d'autres modules. Environ 15 millions de francs CFA au profit des femmes atteintes du cancer du sein et du col de l'utérus. Cette somme a été mobilisée lors d'un gala de charité tenu hier soir à Ouagadougou. Et cette soirée a été initiée par la FAC, l'association des femmes atteintes et affectées par le cancer. Une soirée placée sous le patronage de l'épouse du chef de l'État, Sika Kabouri. Le reportage de Nongba Kouda et Bouma Ernest Nebi. À ce dîner gala, la moisson a été fructueuse. 15 millions dont 2 millions de la première dame Sika Kabouré pour venir en aide aux femmes souffrantes du cancer du sein et du col de l'utérus. L'initiative est de l'AFAC, Association des femmes atteintes et affectées par le cancer. Cette somme va aider pour d'abord le fonctionnement de l'association et aider toutes ces malades qui sont atteintes de cancer et qui n'ont pas vraiment les moyens de se soigner. Et on va essayer de voir comment les supporter et pouvoir prendre en charge d'autres personnes qui devaient aller pour la radiothérapie et qui n'avaient pas vraiment ces moyens. Les causes, les symptômes et les modes de prévention de cette maladie ont été expliqués aux participants par le professeur Ako Tchonga. J'ai décidé de soutenir la FAC parce que moi-même je suis une personne affectée car ayant perdu ma maman. Et j'ai une sœur même qui est là-dedans présentement, mais Dieu merci, on a pu détecter à temps, on a pu la soigner, elle est guérie, nous rendons grâce à Dieu. C'est autour du thème Action de charité, Stop au cancer que ce gala s'est tenu. La FAC demande aux bonnes volontés de continuer d'apporter leur aide aux femmes atteintes de ce cancer.
Le 17e congrès de l'Association des loteries d'Afrique aura lieu en septembre 2017 au Maroc. À un an de ce congrès, les directeurs généraux des loteries de ces pays africains se sont réunis à Ouagadougou. Ils ont examiné les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de leur association. L'ambition est d'améliorer la contribution de l'Association des loteries d'Afrique au développement des États membres de cette organisation. Issaka Ouedraogo et Mounira Keri. Les 12 pays qui composent l'Association des loteries d'Afrique ALA sont représentés à cette rencontre de Ouagadougou. Une réunion qui prépare le 17e congrès de la dite association prévu se tenir à Casablanca du 27 au 29 septembre prochain sous le thème « Les enjeux de la transformation ». Tous les 2 ans, nous nous retrouvons en congrès pour voir un peu, faire le bilan de nos activités durant ces 2 années-là et puis dresser notre programme d'activité pour les 2 ans à venir et éventuellement changer le bureau ou renouveler le bureau de l'association. Cette session doit permettre aux participants d'examiner les difficultés de l'association, son fonctionnement et sa contribution au développement socio-économique des pays membres. En réalité, l'association des loteries d'État, maintenant, c'est devenu l'association des loteries d'Afrique, puisque simplement, parmi nous, il y a des sociétés de loterie qui ne sont pas des sociétés d'État, mais qui sont des sociétés privées et qui sont dans le même cadre d'activité. Nous avons estimé qu'il ne fallait pas les exclure. Unir les loteries africaines et créer entre elles de solides liens d'entente, de solidarité et de compréhension, tel est l'objectif majeur de l'Association des loteries d'Afrique, créée il y a de cela 3 décennies. Dans l'actualité également, les journées de promotion de la profession de vétérinaire et de l'élevage ont été lancées ce 10 septembre à Ouagadougou. Ces journées se tiendront jusqu'au 17 septembre prochain au menu des conférences de l'exposition des produits de l'élevage. Et cet événement se tient à l'initiative de l'amicale des étudiants vétérinaires burkinabés de Dakar. Mathias Drabo, Omar Zandri. Ils veulent faire connaître et aimer le métier de vétérinaire. Pour ces étudiants vétérinaires burkinabés de Dakar, ces journées de promotion visent à créer un cadre de partage d'expérience sur le métier de la santé animale. Et pour ce faire, des visites de sites d'élevage ou encore des communications sur la formation de vétérinaires et les opportunités liées à cette profession sont au programme. On s'est fait le devoir de venir ou de revenir vers nos camarades pour faire passer la vraie information, pour que les gens ne refusent pas des opportunités. Rien que la scolarité de l'école, ça fait 2 500 000 par an. Donc on ne va pas payer 2 500 000 pour faire quelque chose qui ne vaut pas la peine. Ils sont au total 32 étudiants burkinabés actuellement en formation à l'extérieur pour exercer la profession de vétérinaire. Un nombre qui est pourtant en deçà des besoins en la matière et le gouvernement burkinabé dit en être conscient. Pour un pays à vocation agricole et élevage en particulier, cela paraît incongru. D'où l'impérieuse nécessité d'accroître les offres de formation dans le secteur de la médecine vétérinaire. C'est le lieu également qu'au niveau du CIOSPB, la campagne soit menée en direction des établissements pour que les étudiants, les élèves choisissent de s'orienter vers la médecine vétérinaire. La 2e édition des journées de la promotion vétérinaire et de l'élevage au Burkina Faso se tient du 10 au 17 septembre 2016. Cette cérémonie de lancement a été également l'occasion pour les acteurs d'exposer des produits de l'élevage. Mettons à présent le cap sur Dédougou à la découverte de bâtiments de l'époque coloniale, des bâtiments construits il y a plus de 100 ans et qui résistent toujours au temps. Certains de ces bâtiments servent même de bureau de l'administration publique. Le dossier est signé de Aïcha Dianda. Des bâtiments séculaires, il en existe dans la ville de Dédougou. Et ces vestiges font la particularité de l'avenue qui mène du rond-point Nazi Boni à la mairie de Dédougou. Ces monuments témoignent de l'implantation du colon dans la cité de Bankoui. Du rond-point Nazi Boni à la mairie, vous rencontrez un carrefour qui quitte le trésor pour monter vers la prison civile. À partir de là, en partant, on peut situer les premiers bâtiments administratifs du siècle du Dougou qui datent de 1910. À droite, c'était les logements des Européens. Ensuite, à gauche, vous avez les services, la santé, ensuite la tripano, et le logement directeur, l'école primaire. On avait installé
les Européens sur les collines, parce que le colon aimait se placer en hauteur pour voir venir, je peux dire, les assaillants. Le site actuel de la mairie était la résidence du commandant de cercle. Mais malgré les intempéries et les matériaux de l'époque, certains de ces bâtiments ont résisté avec le temps. Bon, ces bâtiments-là, 1910, 2016, le nombre d'années que ça fait plus de 100 ans. Il y a des bâtiments qui sont encore plus solides que nos bâtiments qu'on a construits après l'indépendance. Ce que je peux souhaiter, c'est que le peu qui reste là, si on peut conserver. Le chef-lieu du cercle de la Volta occidentale supérieure a été pour un moment donné Kouri, un village situé non loin de Dédougou au bord du fleuve Mouhoun. Mais pour des raisons d'insalubrité dues à l'humidité et à la maladie du sommeil, parce que Kouri longe le fleuve Mouhoun, cet endroit est abandonné au profit du village de Dédougou. En 1909, une délégation du cercle de Kouri conduite par le commandant de cercle et son adjoint et le docteur sont venus faire des recherches dans les régions de Passakongo, Massala, Dédougou pour trouver un site pour une nouvelle résidence de commandant de cercle et pour les bâtiments de services administratifs. À cette occasion, Dédougou a été retenu. Certains de ces bâtiments coloniaux sont en état de ruine, mais d'autres ont été réhabilités pour les services de l'administration publique. Il s'avère important de réhabiliter tous les bâtiments coloniaux, témoins de l'histoire de Dédougou. Un mot de l'actualité hors du Burkina Faso et on parle encore de la situation post-électorale au Gabon. C'est peut-être une nouvelle étape de la contestation qui s'annonce. Jean Ping a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle et selon lui, l'avenir de ce pays se trouve donc entre les mains des juges de cette Cour. Au Gabon, Jean Ping prévient que le pays pourrait connaître une instabilité durable et profonde. L'opposant a saisi la Cour constitutionnelle pour contester le résultat officiel provisoire de la présidentielle du 27 août, une élection qu'il a perdue au profit du président sortant Ali Bongo avec seulement 5000 voix de retard. Si par extraordinaire, le peuple gabonais venait à ne pas se reconnaître dans la décision qui sera rendue par la Cour constitutionnelle, je me tiendrai à ses côtés, aux côtés du peuple, pour exiger le respect de l'article 9 de la Constitution. Jean Ping demande un nouveau décompte des voix dans une province où Ali Bongo a obtenu 95% des suffrages avec une participation de presque 100%. Le recours qu'il a déposé doit apporter des preuves de fraude. Le président sortant, quant à lui, dit ne pas craindre la Cour constitutionnelle qui doit rendre son verdict d'ici 15 jours. Moi, j'ai déjà indiqué là-dessus que je suis un démocrate et que je suis pour que nous allions devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle va décider, confirmer mon élection et c'est ce que j'attends. Le Gabon vit dans un calme tendu depuis une éruption de violence meurtrière qui a suivi l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Des émeutes post-électorales auraient fait 3 morts, un bilan contesté par l'opposition qui évoque plusieurs dizaines de décès. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée de samedi sur la RTV.